Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier et Frédéric. Bonsoir messieurs. Bonsoir Baptiste. Donc Frédéric qui est le fondateur de Quorum et Olivier qui est expert obligataire dans le groupe Quorum. Lors de ce webinaire, nous aborderons les changements intervenus depuis un peu plus d'un an et leurs impacts sur l'obligataire. Et nous tenterons de répondre à la question, à savoir est-ce le moment propice pour investir en obligataire. Donc, on va essayer de répondre à cette question, mais avant toute chose, et pour ceux qui ont l'habitude de suivre ce webinaire, nous devons de passer le fameux disclaimer, les risques, en effet. Les en français, disclaimer, Baptiste, qu'on commence sur des bonnes bases. Avertissement. Merci. Merci pour ce rappel. Les avertissements, donc les produits commercialisés par Quorum l'épargne ne sont pas des produits garantis. Il y a un risque de perte en capital, il y a un risque en liquidité également. Mais tout ça, vous le savez, nous vous le rappelons suffisamment régulièrement. L'agenda pour ce webinaire, je vous propose de le faire en 3 temps. Le premier, revenir sur ce que l'on entend par épargne obligataire chez Quorum, parce qu'on a une vision de ce marché. Ensuite, pourquoi on considère que le moment est propice, et on l'illustrera avec Olivier notamment. Et enfin, les solutions qui permettent justement de capter, de saisir ces opportunités. Et nous aurons un temps, évidemment, pour les questions-réponses à la fin de ce webinaire. Frédéric, on parle régulièrement d'obligataires. On a parlé notamment d'obligataires l'année dernière, en toute fin d'année. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le fonctionnement d'une obligation et d'un fonds obligataire? Oui, alors moi j'aime bien revenir à des choses simples, qu'on puisse tous comprendre, appréhender. Alors une obligation, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on est obligé et on s'oblige vis-à-vis d'un créancier. Alors s'obliger, c'est du vieux français, mais on s'oblige à rembourser l'argent qu'il nous a prêté. Voilà, donc c'est un petit peu l'origine du mot obligation. Donc une entreprise, elle peut donc émettre des obligations. Ce sont des emprunts qui sont émis auprès, alors soit d'autres entreprises, soit de particuliers, mais en tout cas, elle ne passe pas par une banque pour emprunter. C'est elle-même qui émet son emprunt. Donc l'épargnant va investir dans un fonds obligataire. Donc c'est un fonds, c'est quoi? C'est une forme de société. Une mutualisation. Une mutualisation, voilà, l'ensemble des épargnants apportent dans le fonds leur argent et le fonds, avec cet argent, va investir et acheter des obligations. Elle va donc souscrire à des emprunts émis par les entreprises et en contrepartie, l'entreprise va payer des intérêts et puis à échéance, donc à la fin de la durée de l'emprunt, elle va rembourser le capital. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué, c'est assez basique. Derrière ces termes un peu obscurs se cache une réalité très simple que tout le monde peut comprendre. Voilà. Alors, l'avantage de l'obligation, enfin nous, ce qu'on aime bien dans l'obligation, c'est un petit peu comme avec les immeubles. Hein. C'est-à-dire qu'on sait, on connaît le prix d'achat. Derrière, on connaît les revenus. Hein. C'est un petit peu la différence, notamment avec la bourse. Hein. Une action, toutes les entreprises ne payent pas un dividende. Vous connaissez ça très bien avec Quorum, avec les CPI. Hein. Il y a un dividende potentiel qui est payé tous les mois. Eh bien, une obligation, ce n'est pas tous les mois. C'est un intérêt qui est payé généralement une fois par an par l'emprunteur, avec un montant qui est connu à l'avance, puisqu'il est exprimé en forme de pourcentage par rapport au montant qui a été emprunté. Tout comme vous, à titre personnel, quand vous empruntez pour une résidence principale, quand on fait un emprunt, on paye à la banque tous les mois, tous les semestres, et peut-être une fois par an, un intérêt. Donc là, c'est exactement la même chose. Néanmoins, pendant la vie de l'obligation, il peut se passer des choses et c'est ce que l'on voit, l'on voit à l'écran, c'est ce qu'on essaie d'illustrer. On sait à la fin de l'emprunt le montant qu'on doit rembourser, puisque c'est des emprunts qu'on rembourse à la fin, ce n'est pas des amortissements, hein, comme on dit, tous les mois, comme votre résidence principale. C'est ce qu'on appelle de l'in-fine de façon très technique. Mais entre les deux, voilà, une action, elle peut se revendre ou elle peut s'acheter d'ailleurs. Et donc là, on peut profiter potentiellement soit d'une surcote, soit d'une décote. Alors une surcote quand on revend et que l'obligation a augmenté de valeur, et Olivier nous expliquera tout à l'heure pourquoi est-ce qu'une obligation peut augmenter de valeur, ou au contraire baisser. Mais en tous les cas, si on attend le remboursement de l'action, hormis le coupon, donc l'intérêt qu'on va recevoir, il ne va pas se passer grand-chose, si ce n'est potentiellement un risque, c'est que l'entreprise ne puisse pas soit payer l'intérêt,
soit rembourser le capital à la fin. Donc, vous avez compris, comme moi, le fond du problème, c'est de trouver la bonne entreprise qui va émettre les obligations afin d'être certain qu'elle soit en mesure de rembourser. Oui, et c'était un petit peu le parallèle que tu as fait il y a 30 secondes avec l'immobilier, finalement, et on peut comparer, et je crois que c'est quelque chose c'est une comparaison que tu utilises souvent, c'est le fonctionnement d'une obligation avec celui d'un immeuble tel qu'on peut le faire sur les CPI, par exemple. Alors, le point complètement parallèle, c'est le revenu. Le locataire va payer un loyer. L'entreprise va payer le coupon. Donc ça, c'est les flux qu'on reçoit, que va recevoir l'épargnant à travers le fonds. Ça, c'est des flux connus. Après, il faut que les deux soient en mesure de payer, soit le loyer, soit le coupon. Il y a une grosse différence à la fin. C'est que dans l'immobilier, on ne connaît jamais la valeur de revente, alors qu'à la fin de l'emprunt obligataire, on connaît le montant qu'on peut rembourser. L'autre différence, c'est que dans l'immobilier, il suffit de trouver un acheteur, quel qu'il soit, pour devenir liquide, mais on ne connaît pas le prix à l'avance. Dans l'obligation, on connaît le prix à l'avance, enfin le capital qu'on va récupérer. Par contre, il faut que l'entreprise, elle, parce qu'il n'y a une seule entreprise qui est empruntée, donc qui va rembourser, il faut que l'entreprise, elle aussi à ce moment-là, elle soit capable de rembourser. Donc ça souligne l'importance de la bonne sélection des entreprises qui vont émettre ces obligations. Donc ce sont ces anticipations finalement qui fixent le prix et qui vont provoquer les fluctuations qu'on essayait d'illustrer juste avant. Exactement. Ok, très bien. Merci Frédéric. On entend beaucoup parler de crowdfunding notamment quand on parle d'obligataire, en tout cas depuis plusieurs années. Là, ce n'est pas du tout ce dont on parle, Olivier. C'est de l'obligataire avec des grandes entreprises. Et tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur les entreprises et la taille de ces entreprises qu'on peut retrouver. Oui, tout à fait. Alors, comme l'a souligné Frédéric, l'obligation, c'est quand même un concept qui est très ancien. Et aujourd'hui, c'est une solution de financement qui est extrêmement répandue, qu'utilisent la plupart des grandes entreprises. La totalité probablement des États aussi se finance grâce à ce mécanisme des obligations. Et nous, on a décidé donc chez Quorum de se concentrer sur une typologie bien particulière d'obligations, qui sont les obligations qu'on appelle à haut rendement, donc qui offrent un rendement qui est assez élevé et qui sont émises par des entreprises qui sont internationales, de taille conséquente, souvent leaders sur leur marché. Vous voyez quelques exemples. Taille conséquente, c'est-à-dire qu'on parle en milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez que quand on parle de Renault, de Faurecia ou de Free, par exemple, que probablement la plupart d'entre vous connaissent, on parle d'entreprises, encore une fois, importantes, avec des chiffres d'affaires qui se chiffrent souvent en milliards. Et donc, on est concentré sur cette typologie d'entreprises parce qu'elles offrent un bon couple niveau de rendement, niveau de risque qui nous paraît vraiment très, très intéressant. Ok, merci Olivier. Alors, c'est très attractif quand on parle comme ça. Néanmoins, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on entend moins parler d'obligataires. Quelle est la taille de ce marché finalement? Parce que c'est moins connu que les actions, c'est un peu moins connu que l'immobilier. Qu'en est-il quant à sa taille, le nombre d'entreprises? Alors, on a pris quelques exemples, mais qu'est-ce que ça donne au niveau du marché? Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu moins parlé des obligations ces dernières années, peut-être parce qu'on était dans un monde avec des taux très bas. On va voir que ce monde a changé dans quelques instants. Mais néanmoins, pendant cette période silencieuse, si je puis dire, on a quand même eu un marché obligataire qui a grossi énormément. On parle d'un univers d'investissement de plus de 400 milliards d'euros, plus de 350 entreprises. Donc, mais de ça type... n'est que 350 entreprises. Donc c'est un marché important en volume d'argent, mais par contre qui est concentré sur un nombre finalement relativement limité. Ça, c'est au niveau européen? Ça, c'est au niveau européen. Et effectivement, si on élargissait aux entreprises américaines, par exemple, là, le chiffre serait beaucoup plus important. Okay. Donc ça, c'est la vision du marché sur lesquels Quorum intervient. Exactement. Le marché des obligations à haut rendement européennes. On a vu quelques exemples à l'instant. Donc un marché qui a beaucoup grossi, qui faisait à peine quelques milliards d'euros au début des années 2000. Donc véritablement un essor très important au cours des dernières années. Et puis chose importante qu'on devrait souligner plus souvent quand même, c'est que c'est une solution d'investissement, une solution d'épargne qui offre une performance assez attractive, puisque en moyenne, annualisée par an, ce sont une solution d'investissement qui a rapporté en moyenne plus de 6,5% au cours des 20 dernières années. Donc finalement, une performance qui n'est pas très éloignée des actions, mais pour un niveau de risque et de fluctuation qui est en revanche beaucoup plus faible. Ok, très bien, merci Olivier. Maintenant, on va essayer de répondre à la question si c'est le moment propice pour investir. On
on dit qu'on a une meilleure visibilité. Toi, tu nous dis que nous avons une meilleure visibilité en 2023 par rapport à 2022. Est-ce que tu peux revenir sur ce point, s'il te plaît? Alors effectivement, en 2022, ça a été une année pleine de rebondissements et de difficultés. Hein. On en a suffisamment parlé lors des webinaires de l'année dernière, qui a été marquée par un ralentissement économique assez prononcé, dans un contexte aussi de déclenchement d'une guerre aux portes de l'Europe. S'en est suivi une inflation très importante. On a atteint plus de 10% en Europe d'inflation en 2022. Et consécutivement, une forte hausse des taux qui a pesé sur un certain nombre de performances, notamment obligataires. Alors peut-être pour bien expliquer les mécanismes, parce que c'est des choses qu'on entend souvent dans les médias, qu'on peut écouter, entendre, lire, voir, mais la relation entre l'inflation et les taux d'intérêt, peut-être rappeler, Olivier, que en fait l'inflation c'est quelque chose qui est subi par tous, hein, c'est la hausse des prix généralisée, je pense qu'on l'a tous vécu dans notre quotidien depuis un an. Et que c'est toujours angoissant, c'est même toxique, hein, parce que c'est une perte de confiance quelque part. Et donc les États, pour lutter contre l'inflation, ils vont refroidir la machine, ils vont faire en sorte que les gens consomment moins, investissent moins. Alors nous particuliers, mais aussi les entreprises. Et donc les États vont monter les taux d'intérêt. Et en montant les taux d'intérêt, on va moins consommer, on va moins acheter. Et les entreprises vont moins investir, c'est ça, hein? C'est exactement ça, c'est le rôle des banques centrales qui ont été très actives l'année dernière justement pour remonter les taux et refroidir l'économie. Mais en revanche, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que sur le front de la croissance économique qui a ralenti, il y avait eu, on en a parlé l'année dernière, des craintes de récession. Et finalement, l'économie se révèle plus résiliente qu'attendue, plus résistante, hein, notamment avec un marché de l'emploi qui est très robuste, hein, à la fois en Europe et aux États-Unis. On a une inflation, je vous le disais à l'instant, qui a culminé à 10%. On est revenu à 6% aujourd'hui en Europe. Donc on a vraiment un phénomène quand même de ralentissement assez marqué de l'inflation, notamment avec la baisse des prix de l'énergie. Alors en quoi tout ça c'est bon pour nos obligations? On y vient. Et les taux qui sont stabilisés. Donc on a un environnement qui est plus stable, avec plus de visibilité. Et donc ça, c'est une toile de fond, je dirais, qui est un environnement plus serein pour investir. On a appris à vivre avec ça, on a appris à vivre avec l'inflation. On a moins d'incertitudes que l'année dernière. On ne savait pas où l'inflation allait s'arrêter. On ne savait pas si on allait en récession. Les taux, est-ce qu'ils allaient continuer à monter? Je pense qu'on a quand même maintenant un certain nombre de réponses. On a un environnement qui est plus stable et donc, je pense, plus propice à un environnement plus serein pour investir. Alors attends, moi je vais raisonner. Enfin, moi, ce que je comprends derrière tout ça, je pense qu'aux obligations, très bien, tu nous as donné le contexte, les explications. Bon, je n'ai pas encore tout à fait compris le lien, mais tu vas nous expliquer. Mais ce que je retiens, c'est que si les taux d'intérêt ont augmenté, la rémunération offerte par les obligations, mécaniquement, puisque une obligation, c'est un emprunt, donc la rémunération offerte, elle a aussi augmenté par définition. Elle a massivement augmenté, on le voit à l'image. Hein. On est sur des niveaux de rendement en moyenne hein, pour la typologie d'entreprise qu'on a évoqué juste avant. On a mis encore quelques exemples avec Kiloutou, Renault ou Verisio, des entreprises que vous connaissez sûrement. En moyenne, ces entreprises-là, leurs obligations offrent un rendement d'à peu près 7,5%. C'est un niveau, comme on le voit très bien à l'image, qu'on a rarement connu en fait. Hein. Il faut remonter à la crise de l'euro en 2011 pour trouver un niveau équivalent. On a eu un très très bref épisode pendant le Covid, mais on voit bien que ça n'arrive pas tous les jours. On a vraiment un niveau de rendement extrêmement élevé, extrêmement attractif, et du coup, ça rend cette opportunité assez unique de notre point de vue. Mais alors pourquoi est-ce que les entreprises comme Renault accepteraient d'emprunter aujourd'hui à 8%? Parce que ça me paraît très très cher, 8%. Ben, ça paraît cher, mais c'est le nouveau rendement de marché, c'est le nouveau prix de marché. C'est pas l'intérêt payé par Renault. C'est pas l'intérêt payé par Renault, c'est nous. Et on peut le voir d'ailleurs avec investisseurs. un autre exemple qui illustre ça justement. On peut le prendre l'exemple, mais Renault ça aurait été un petit peu la même illustration. On a pris une société que vous connaissez sûrement, la société But, hein, qui est le deuxième acteur de l'ameublement en France, avec plus de 10% de part de marché. But, en 2021, en juin 2021, a proposé une nouvelle obligation. Hein, qui offrait à l'époque un coupon, hein, donc un rendement de 4,25%. Ce rendement et ce prix, il a peu évolué finalement jusqu'en début d'année 2022, dans un contexte qui était relativement stable. Et puis 2022 est passé par là, avec tous les événements qu'on vient d'évoquer. Et aujourd'hui, c'est une obligation, les obligations émises par la société But. Donc celle qui a été émise le 23 juin 2021, c'est ça? Exactement. Oui. Aujourd'hui, son prix a baissé assez significativement et offre désormais un rendement qui est du double finalement de celui qui avait été proposé à l'origine. L'intérêt servi en euros, il n'a pas bougé.
mais comme le prix d'achat de l'obligation, lui, a baissé, ça augmente mécaniquement le rendement. Alors, est-ce qu'on peut faire un raccourci? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer que si But émettait un nouvel emprunt obligataire, il émettrait à 8,26%? C'est aujourd'hui la rémunération que nous, investisseurs, exigeons d'une société comme But. Et donc, ça veut quand même dire qu'il y a plus de risques. Ça veut dire que déjà les taux sont plus élevés, donc l'environnement général des taux est plus élevé. Donc si les taux dits sans risque sont beaucoup plus hauts, une entreprise qui a quand même un petit peu plus de risque sera forcément plus élevée. Et c'est vrai aussi que par rapport à début 2022, on reste quand même dans un contexte où il y a un petit peu plus d'inflation, il y a un petit peu moins de croissance et donc un petit peu plus de risque. D'ailleurs, on peut faire un parallèle très simple, hein, si on revient sur la diapositive précédente. 23 juin 2021, le livret à combien, Baptiste? On doit être à 0,5. 0,5%. Donc, 0,5, je pense. Donc, moi, j'achète une obligation But, 4,25% de rendement. Ça veut dire que j'ai 3,75% de prime de risque. C'est-à-dire que comme mon capital n'est pas garanti pour prêter à l'entreprise But, j'ai une prime. C'est ça. Mon capital me ramène 3,75% de plus. Et aujourd'hui, on est à 3. On est à 3. L'obligation est à 8,26. Donc, j'ai une prime supérieur de 5,26%. Exactement. C'est en ça que tu nous dis que c'est une belle fenêtre, c'est ça? C'est une belle fenêtre parce qu'on a les taux sans risque, le livret A, c'en est un exemple, et aussi les primes qui est exigées. Les deux ont augmenté l'année dernière et donc offrent des niveaux de rendement qu'on a assez rarement connus. On évoquait tout à l'heure une probable récession, en tout cas c'est ce qui était anticipé en 2022. On évoquait également les entreprises qui étaient présentes sur ce marché obligataire. Pour prendre quelques exemples, j'ai dit que ce n'était pas du tout à comparer avec du crowdfunding parce qu'il s'agissait de grandes entreprises. Est-ce que tu veux commenter les trois que tu as sélectionnés qui sont pour certaines très connues de tous? Oui, alors pas forcément très connues. C'est aussi ça qu'on a souhaité aussi ce soir partager avec vous. C'est que on vous a parlé des Renault, des But et autres Free que vous connaissez évidemment. Mais il y a aussi plein d'autres entreprises qu'on appelle les champions cachés un petit peu. C'est des entreprises de taille conséquente, hein, vous voyez encore une fois, dont les chiffres d'affaires sont en milliards d'euros, dont vous utilisez probablement les produits et services au quotidien. Autodistribution, c'est le leader européen de la pièce détachée automobile qui a connu une forte croissance ces dernières années dans un contexte où les ventes d'automobiles neuves étaient un petit peu moins dynamiques. Cellnex, c'est une société qui dispose d'un réseau d'infrastructures, dont ces fameuses antennes 4G, 5G que vous utilisez tous les jours avec votre téléphone, c'est grâce aux infrastructures Cellnex. Et du Free, si vous êtes parti en voyage récemment, à Londres, à Athènes, à Bali ou à Los Angeles ou je ne sais où, eh bien voilà, c'est le leader du duty free qui aussi a connu une forte croissance récente de son chiffre d'affaires, qui a rebondi très fortement suite à la crise Covid, évidemment. Donc voilà, c'est des exemples d'entreprises. Frédéric parlait de la sélection, de l'importance de sélectionner les entreprises. C'est aussi ça notre expertise, c'est aller chercher ces sociétés qui sont un petit peu moins connues, mais qui pour autant sont des leaders souvent sur leur marché. Alors pour bien comprendre, pour bien rappeler, hein, l'importance d'avoir des entreprises solides, et solides, ce n'est pas forcément sur l'instant, c'est aussi qu'elles nous donnent des perspectives sur le long terme solide. Pourquoi sur le long terme? Parce que les obligations qu'elles vont devoir rembourser, ça va être sur 2, 3, 4, 5 ans. D'accord? Eh bien, meilleure est la visibilité qu'on a sur l'entreprise, sur le marché sur lequel elle évolue, et plus on va avoir des certitudes quant à sa capacité à payer l'intérêt de l'obligation et à la fin à rembourser le capital, c'est ça? Exactement. Et c'est vraiment le point sur lequel on souhaitait insister à travers ces exemples, c'est qu'il y a un rendement qui est historiquement élevé, mais pour autant, on a des entreprises qui sont saines, qui sont positionnées, ça ce sont quelques exemples uniquement, mais il y en a plus d'une centaine dans nos portefeuilles, positionnées sur des thématiques d'avenir, des thématiques de croissance. Ces entreprises-là, même dans un contexte avec de l'inflation, elles ont réussi à protéger leurs marges, à continuer de croître. Et on a des portefeuilles qui sont constitués d'entreprises comme ça, robustes, et qui seront, notre conviction, en capacité de nous rembourser dans quelques années. Donc en fait, pour reprendre un exemple que tout le monde peut comprendre, en fait, votre métier, hein, vous gérant obligataire, c'est un petit peu le métier du banquier quand il vous prête de l'argent, qu'on achète par exemple sa résidence principale, il va nous demander un contrat de travail, des bulletins de salaire, etc. Et même il va nous demander de faire des analyses médicales pour être certain qu'on va être en bonne santé, qu'on va pouvoir continuer à travailler. Et donc,
payer les échéances. C'est exactement la même C'est chose en exactement définitive. ça. On passe beaucoup de temps à analyser ces entreprises, à rencontrer les dirigeants de ces entreprises pour... À vous les rencontrer. Évidemment, j'étais encore hier, pas plus tard qu'hier, à rencontrer 6 ou 7 dirigeants de ces entreprises. On en verra une d'ailleurs dans les slides qui suivent, pour s'assurer qu'on a toujours cette conviction forte dans la capacité de l'entreprise à croître, à être rentable et in fine à dégager des liquidités qui vont permettre de rembourser la dette. In fine, c'est le cas de le dire, puisqu'ils remboursent la dette Exactement. à la fin. Et ce que tu nous dis depuis plusieurs mois, ce n'était pas forcément vrai il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est que le rendement est plus intéressant en prenant moins de risques aujourd'hui. Ce qui est lié à cette hausse des taux, c'est-à-dire qu'on va prendre moins de risques pour avoir un rendement plus élevé finalement. L'exemple de But, il est assez intéressant parce qu'on a un rendement qui a doublé par rapport à il y a un petit peu plus de 12 mois. Et pour autant, c'est une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a été en capacité d'améliorer structurellement sa profitabilité récemment, qui continue de gagner des parts de marché, qui se porte vraiment très bien. Donc c'est pour cette raison que le moment est propice pour exactement. répondre à la question. Ok, très bien. Merci, merci Olivier. Frédéric, je te propose peut-être d'évoquer la façon dont l'obligataire existe chez Quorum, parce que finalement, ça fait depuis 3 ans maintenant que l'on en parle, on va dire plus publiquement, à travers l'assurance vie, à travers Quorum Life. Peut-être que tu peux revenir sur l'historique de cette expertise chez Quorum. Oui, alors, d'ailleurs, il y a un parallèle avec l'immobilier, puisque c'est 2 expertises. En définitive, qu'au départ, on a proposé à des investisseurs institutionnels, donc des grands investisseurs. C'est vrai pour les deux, oui. Et c'est l'origine de l'entreprise. C'est une expertise assez pointue qui a été proposée à des grands investisseurs institutionnels. Et puis dans les 2 cas, et ça a commencé évidemment d'abord avec l'immobilier, mais on vient de le proposer récemment au grand public. Et donc c'est un métier que l'on a depuis 2008 au sein du groupe. 17 personnes, 17 spécialistes travaillent dans cette activité. Alors ça, effectivement, bien comprendre les entreprises pour être certaine qu'elles payent les intérêts et remboursent le capital, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut aussi regarder ce que font les autres investisseurs. Si j'achète pas trop cher les obligations, s'il y a peut-être des opérations pour les acheter un peu moins cher. Enfin, c'est un métier extrêmement prenant. Et aujourd'hui, on gère, alors j'aime pas tellement parler en termes d'argent géré, mais on gère 1 milliard d'obligations. Donc c'est un volume assez significatif, 1 milliard d'euros, pardon. Et c'est véritablement un métier dans lequel nos gérants, nos experts sont présents depuis plus de presque 20 ans maintenant, c'est ça. Donc ils connaissent parfaitement ce secteur, ils en sont presque à l'origine quelque part, ils ont été parmi les premiers acteurs à intervenir sur ce secteur quand il était embryonnaire, il y a une vingtaine d'années, ce marché de l'obligataire à haut rendement. Ok, et donc ça c'est par rapport à l'équipe et à l'expertise. Et aujourd'hui, quels sont les fonds qu'on va retrouver? Quels sont les fonds qui sont gérés et quelles solutions sont gérées par cette équipe, Olivier? Aujourd'hui, on a une solution, une gamme de solutions d'épargne qui est très complète finalement et qui, je pense, peut répondre à beaucoup d'objectifs d'investissement des épargnants. À commencer par exemple par Quorum Butler Entreprise, on en reparlera un petit peu plus tard, qui offre une bonne visibilité sur la performance sur la durée. On a notre fonds historique BCO qui, lui, a démontré année après année sa capacité à réaliser des performances robustes, quelles que soient les conditions de marché, une vraie flexibilité qui est dans son ADN. On a également le fonds Quorum Butler European High Yield qui, lui, est vraiment axé sur la performance en ayant... C'est le BEHY. C'est BEHY, oui. Voilà, je faisais la traduction, qui a cette capacité qui a été démontrée de faire mieux en termes de performance, de battre les obligations à haut rendement dans leur ensemble. Donc ça, c'est important. On a une solution qui est une solution plus défensive, plus prudente, qui est le fonds Quorum BSD, qui investit dans des obligations de courte maturité, donc avec un risque qui est relativement faible et qui notamment a très bien résisté l'année dernière dans un contexte difficile. Et cette année, comment il se comporte? Cette année, évidemment, il rebondit moins fort que des fonds comme BEHY qui placent la performance au cœur de son processus d'investissement. Mais néanmoins, si on regarde ça sur le long terme, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder, c'est une solution qui offre un bon niveau de performance par rapport à un risque qui est assez faible. Et puis enfin, on a un fonds
qui est labellisé ISR, Smart ESG, qui place vraiment les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au cœur de son processus d'investissement et qui est aussi une solution qui peut intéresser nos épargnants. Ok, merci Olivier. Effectivement, on reparlera juste après donc, de Corum Butler Entreprise. Et donc, en quoi Corum Butler Entreprise illustre le fait qu'on est capable de saisir des opportunités chez Corum et de proposer de saisir ces opportunités? Je pense que c'est intéressant de revenir sur les différents points qu'on a évoqués précédemment. C'est pour montrer qu'on a lancé ce fonds dans un contexte bien particulier. Un contexte qui offre aujourd'hui, vous l'avez compris, quand même une meilleure visibilité, un environnement plus serein pour investir, avec des rendements qui sont toujours très attractifs, des entreprises qui sont saines, qui sont robustes, et vous allez le voir après, une performance qui a rebondi quand même significativement depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a identifié cette opportunité forte pour nos clients, et donc on a conçu Corum Butler Entreprise comme une solution d'épargne simple, claire, lisible, avec un objectif de performance aussi très simple de 5% net jusqu'à l'échéance du fonds en 2029. De préciser, c'est jusqu'à 2029 et c'est en quelque sorte grâce à cette échéance que l'on connaît qu'on est capable de se fixer un objectif de performance. Exactement. Parce qu'on a cette visibilité. Exactement. Et si on regarde un petit peu comment fonctionne le produit, très simplement, Frédéric a rappelé le fonctionnement d'une obligation dont on connaît le prix de départ et le prix de remboursement. Et puis entre-temps, on va toucher des coupons qui sont déterminés à l'avance. Mais tous ces éléments finalement fixes, eh bien, c'est ce qui nous donne cette visibilité, puisque dans ce fonds, on a des obligations, une centaine d'obligations qui ont la même contrainte de maturité et d'échéance que le fonds, c'est-à-dire 2029. Et on met en œuvre une stratégie où on va porter au maximum ces obligations jusqu'à leur terme et donc profiter de la stabilité des coupons. Et pourquoi 2029 justement? Il y a une raison particulière à cela? Alors déjà, 2029, c'est dans cette idée d'accompagner aussi ces entreprises, le financement de ces entreprises vraiment sur le moyen-long terme. Je pense que c'est aussi dans l'ADN de Corum. Il y a un élément également qui est intéressant, c'est qu'avec une maturité, une date d'échéance plus longue, on a davantage de choix. On peut constituer un portefeuille avec des obligations plus nombreuses, donc plus diversifiées, en limitant le risque spécifique lié à une seule entreprise. Donc ça, c'est des éléments très importants pour limiter le risque et puis offrir de la visibilité sur le long terme. Ok. Moi, je te remercie et je te propose de revenir peut-être sur l'objectif de performance de 5%. C'est la performance annuelle pour ce fonds, en tout cas ce que l'on se fixe comme objectif. Néanmoins, on sait que ça ne va pas progresser, on va dire, de manière régulière. On peut avoir une certaine fluctuation, mais l'objectif, selon toi, sera tenu à échéance 2029. Encore une fois, à travers Corum Butler Entreprise, on essaie de répliquer le comportement d'une obligation. Sauf que au lieu d'avoir une seule obligation, on en a une centaine en portefeuille, donc on a moins de risques spécifiques. Pas une centaine, on a 100 entreprises qui ont émis des obligations. On n'a pas que 100 obligations. On a un peu plus de 100 obligations, puisque certaines entreprises émettent plusieurs obligations. On a 100 lignes obligataires qui correspondent à des emprunts obligataires. Ça représente parce que la valeur d'une obligation, c'est 100 €, c'est ça? Alors c'est 100%, le minimum c'est 100 000 €. C'est pour ça que c'est plutôt réservé à des investisseurs comme nous, professionnels. C'est pour ça qu'on le fait via un fonds et pas directement. Exactement. L'idée, c'était d'évoquer le fait que ça allait pouvoir évoluer à la hausse ou à la baisse, mais que sur la durée, c'est le 5%. Donc au même titre qu'une obligation dont le prix peut fluctuer, mais dont on connaît le prix d'arrivée, le fonds aussi peut avoir une valeur liquidative, une valeur liquidative quotidienne d'ailleurs. C'est ce qui illustre d'ailleurs la diapositive. C'est quoi une valeur liquidative? Excusez-moi messieurs, mais... C'est la valeur de la part du fonds qui fluctue en fonction du prix des obligations qui composent le fonds et évidemment du paiement des coupons réguliers. Donc si je comprends bien, si je reste jusqu'en 2029 dans le fonds, je connais au sujet près la capacité des entreprises à rembourser leurs obligations. Je connais mon rendement et la valeur de remboursement. Mais en revanche, si je veux vendre avant, je vais dépendre, c'est ça, de l'évolution de la valeur de l'obligation qui va dépendre de quoi? Qui va dépendre des risques qui sont évalués par le marché. 2022, c'est un bon exemple, une année où les prix des obligations ont plutôt baissé dans un contexte difficile. Cette année, on le voit à la diapositive, on a un environnement qui est plus facile, plus porteur, et donc une performance qui, en revanche, va finalement plus vite que le moteur. Donc ce fonds obligataire, Corum Butler Entreprise, qu'on appelle donc un fonds daté parce qu'il a une échéance,
en fait, il donne une belle perspective dès lors qu'on reste sur toute la durée du fonds. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous, gérant, vous avez pris un objectif de rendement sur la durée à la fin du remboursement par le fonds des épargnants. Parce qu'on a une bonne visibilité sur l'échéance. Ce fonds-là, encore plus que les autres, il faut véritablement effectivement l'appréhender sur la durée, sur l'ensemble de sa durée de vie. Et c'est effectivement à la fin qu'on pourra juger de la performance annualisée de 5%. En cas de besoin, si on a besoin de ces liquidités, on peut revendre. Mais à ce moment-là, on va Avec dépendre le de la risque. valeur des obligations Voilà. à l'instant T, Exactement. qui peut être à la hausse comme à la baisse. C'est ça? Et C'est exactement on ça. parle de hausse et de baisse. Le fonds, je rappelle qu'il a été lancé en novembre, fin novembre 2022. Qu'est-ce que ça a donné depuis le lancement? Parce que ça n'a pas évolué de manière régulière, comme je le disais. Est-ce que tu peux commenter la diapositive qui va s'afficher? Alors sur la diapositive, on voit qu'en fin d'année dernière, on avait encore un contexte qui était un petit peu mouvementé, on va dire, sur l'ensemble des marchés. Donc on a une légère baisse au départ du fonds. Et dès le début janvier, dès le début de l'année, on a véritablement tous les éléments positifs que j'évoquais tout à l'heure sur l'environnement 2023 qui ont contribué, et plus les publications solides des entreprises que j'évoquais précédemment, qui ont contribué à réaliser une performance. Là, on voit l'évolution de la VL depuis le lancement. Si on regarde depuis le début de l'année, de la valeur liquidative, La valeur d'une action. la valeur de la part, on a une performance depuis le début de l'année qui est de 4,5%, donc qui est quand même assez solide, je dirais. Mais sur un objectif de 5, ça veut dire qu'il ne reste plus que 0,5 à aller chercher d'ici la fin d'année? On ne s'interdit pas de faire mieux cette année. D'accord, ok, très bien, merci. On évoque souvent la diversification quand on parle d'immobilier et quand on parle de SCPI. Est-ce que c'est aussi le cas dans Corum Butler Entreprises? Et de quelle manière? C'est tout à fait le cas, puisque, je crois que Frédéric l'a évoqué, il y a un risque quand même quand on investit dans une obligation, c'est de ne pas être remboursé par l'entreprise si elle avait des difficultés. Et donc, la façon de réduire ce risque la plus évidente, c'est d'avoir un portefeuille diversifié avec une multitude d'entreprises dans des secteurs et des pays différents pour s'assurer que si jamais une entreprise avait des difficultés, ça n'aurait pas beaucoup de conséquences finalement sur l'ensemble de portefeuille. Et donc vous voyez que en termes de secteurs, que ce soit l'industrie, le commerce, les médias, les télécoms et tous les pays d'Europe que vous voyez, on a une vraie diversification qui est au cœur de la gestion des risques du fonds. On peut peut-être préciser qu'il n'y a pas d'entreprise financière comme une banque ou une compagnie d'assurance oui, c'est vrai dans ce portefeuille. On ne s'interdit aucun secteur, sauf le secteur bancaire et financier. Et pourquoi? Déjà, la première raison, c'est que souvent, ce sont des obligations qui sont de maturité très longue. De durée très longue, et donc qui ne s'inscrivent pas dans cette contrainte d'échéance de 2029. Et puis, on l'a vu aussi très récemment que c'est une solution d'épargne, les obligations dans les banques qui peut être quand même très très fluctuante, très volatile. Je pense aux incidents du mois de février avec j'y pense quelques assez banques fortement, américaines, effectivement. voire suisses. Qui aurait imaginé d'ailleurs qu'un jour une banque suisse ait des problèmes, c'est ça? C'est ça, c'est vrai que c'est une solution d'épargne à part de notre point de vue, qui peut avoir du sens dans certains cas, mais en tout cas, nous, notre expertise, notre ADN, tu parlais de notre expérience de plus de 20 ans pour certains d'entre nous, c'est de comprendre les entreprises, de rencontrer les dirigeants, de comprendre ces secteurs-là. Le secteur des banques, on est un petit peu moins qualifié, on préfère se concentrer sur ce qu'on sait faire. Je te remercie Olivier, c'est une parfaite transition puisque tu as sélectionné quelques exemples d'entreprises qui sont présentes dans Corum Butler Entreprises. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi elles ont été sélectionnées et pourquoi tu penses qu'elles sont capables de procurer ce rendement et ce dans la durée. C'est vrai qu'on a à cœur de montrer qu'on est connecté à l'économie réelle. On investit dans des entreprises, encore une fois, qui sont vraiment dans votre quotidien. Ça, c'est un bon exemple. Je parlais tout à l'heure de rencontres de sociétés. J'ai rencontré hier le dirigeant de cette entreprise. Vous connaissez peut-être. eDreams, c'est une agence de voyage en ligne. En fait, peut-être que vous avez cherché des billets d'avion sur Internet un jour. Vous êtes passé peut-être par eDreams ou Opodo ou l'ensemble des marques du groupe. C'est incroyable parce que là, on découvre, derrière cette entreprise Odigeo, on découvre plein de marques grand public comme eDreams, Opodo, GoVoyage, qui sont en fait la même société. Oui, tout à fait.
et qui est une des très belles réussites de l'agence de voyage en ligne au cours des dernières années et qui a, comme vous pouvez l'imaginer, connu un vif rebond de son activité récemment, qui désormais dépasse l'activité qu'elle avait en 2019, avant le Covid, avec notamment le succès, et ça c'est vraiment une des innovations fortes de l'entreprise, un programme d'abonnement, de fidélité très, très attractif et qui a conquis des millions de clients jusqu'à aujourd'hui. Et qui offre un rendement qui offre un rendement encore très très intéressant, supérieur à 8%, à l'objectif de supérieur à l'objectif du fonds, exactement. Ok, un autre exemple? Un autre exemple que vous connaissez peut-être, une des fiertés de l'équipement automobile en France, c'est des leaders mondiaux, Faurecia, un des leaders mondiaux des tableaux de bord, des sièges et puis des solutions, comme on l'indique à l'écran, de mobilité, je dirais, à faible émission. Donc, ils sont vraiment positionnés sur ces thématiques de forte croissance pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, employer des matériaux durables. Et donc, c'est une entreprise qui a une forte croissance, notamment grâce à sa présence en Chine. Vous voyez que là, on parle d'un leader mondial, puisque c'est une société qui pèse 25 milliards de chiffre d'affaires, qui offre un rendement un petit peu plus faible que la précédente, évidemment, mais qui est très bien positionnée. Pourquoi cette entreprise offre évidemment un rendement plus faible que la précédente? Derrière chaque mot a une importance. Oui, non, c'est vrai. Alors, on compare Faurecia, qui est un des leaders mondiaux avec 25 milliards de chiffre d'affaires, à eDreams, comme vous le voyez précédemment, qui a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1 milliard d'euros. Donc c'est quand même... Qui est une entreprise plus récente. Qui est une entreprise plus petite surtout, plus récente, plus concentrée, et donc plus risquée. Est-ce que l'activité va réagir plus en fonction du contexte économique sur eDreams, par exemple, que sur Faurecia ou ça veut dire de la même façon? Ça dépend, c'est-à-dire que ça dépend de... Je pense au Covid, par exemple. Le Covid, évidemment, une société comme eDreams, les voyages s'arrêtent, l'activité quand même était réduite à sa plus simple expression. En revanche, Faurecia, à l'époque, les gens continuaient d'utiliser des voitures, ou un petit peu. En revanche, aujourd'hui, on a une forte croissance du secteur du tourisme et du loisir qui est supérieure au marché automobile. Donc c'est aussi cette diversification qui fait qu'on capte des tendances qui peuvent aussi se compenser dans certains cas. Ok, un dernier exemple, je ne vais pas te demander de réciter les 100 entreprises qui sont présentes dans Corum Butler Entreprises, mais on peut en prendre une dernière? Oui, une dernière, c'est Séché Environnement. C'est une société qu'on aime beaucoup, qui est positionnée elle aussi encore plus sur des thématiques de développement durable, puisque c'est un des leaders du traitement et la valorisation des déchets, peut-être que vous connaissez dans vos régions. C'est des gens qui font du tri, par exemple, du tri sélectif, qui font de la dépollution de sites et qui ont une croissance très très forte ces dernières années. Ça ne vous étonnera pas sur ces thématiques assez porteuses qui offrent un rendement aussi assez intéressant. Vous voyez que c'est un acteur qui représente à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, aussi une entreprise assez importante. C'est une entreprise qui est présente en France, dans toute l'Europe? Dans toute l'Europe, mais principalement en France. Okay. Une des fiertés de la gestion des déchets en France. Ok, merci. J'espère que nous avons réussi, en tout cas, commencer à répondre à la question si c'était le moment propice d'investir en obligataire. En tout cas, on a essayé d'expliquer en quoi le contexte, on a parlé de la guerre, on a parlé d'inflation, on a parlé de hausse des taux, en quoi cela avait un impact finalement positif sur les performances que l'on pouvait espérer sur l'obligataire. Alors, on a parlé de Corum Butler Entreprises. Olivier a également évoqué les autres fonds qui étaient gérés par son équipe. Ces fonds, on va les retrouver dans l'assurance vie, dans Corum Life, et ce depuis, pour l'ensemble de la gamme depuis 3 ans maintenant. Pour Corum Butler Entreprises, depuis le mois de novembre, depuis fin novembre. Et en fait, on met à disposition l'enveloppe fiscale qui est celle de l'assurance vie sans frais supplémentaires. Il y aura les frais propres aux produits. Donc, par exemple, sur Corum Butler Entreprises, on a une commission de souscription qui est de 5%, des frais de gestion qui sont de 1%. Mais l'assureur, lui, Corum Life, ne prélèvera aucun frais. Et donc, tout ça, c'est au profit, finalement, de la performance sur la durée. Et donc, les avantages de l'assurance vie, vous les connaissez certainement, mais c'est une fiscalité qui est plus avantageuse en cas de transmission et une fiscalité qui est plus avantageuse également sur la durée, en l'occurrence au bout de 8 ans. Et Corum Butler Entreprises a une échéance qui est à 7 ans. Donc l'horizon de placement de Corum Butler Entreprises colle assez bien avec celui d'un contrat d'assurance vie, par exemple, dans lequel on retrouvera les SCPI de la gamme Corum l'épargne. Voilà, j'espère que
on a pu éclaircir ce que l'on entendait par moment propice. À présent, je vous propose de répondre à vos questions, dont je prends connaissance tout de suite. On a une question qui est: comment cela fonctionne en assurance vie? Le coupon versé une fois par an est-il réinvesti? Alors, je vais peut-être me tourner plus vers Olivier parce que le coupon il est versé par l'entreprise, effectivement, mais ça reste dans le fonds. Tu peux nous dire comment ça fonctionne? Oui, exactement. C'est-à-dire que tous les coupons qu'on touche tous les ans ou tous les 6 mois, ça dépend, ils sont réinvestis, ils sont capitalisés, comme on dit. Ils ne sont pas versés tous les ans aux épargnants. Ils viennent grossir la valeur liquidative, la valeur de la part, année après année, et qui permet de faire cette performance de 5%. C'est assez logique parce que, en définitive, l'assurance vie permet d'avoir une carotte fiscale au bout de 8 ans. Hein. Donc, on comprend qu'il n'y ait pas de revenus, mais que ce soit donc réinvesti. Je pense que ce qu'on a peut-être oublié de rappeler tout à l'heure, c'est que Quorum Life offre aussi une garantie de capital en cas de décès. À partir jusqu'à l'âge de 65 ans à 100%, et ensuite c'est dégressif, c'est important de le dire. Et en fait, ce qu'on peut dire de Quorum Life, en fait, on paye les frais comme si on souscrivait en direct au produit. Par contre, l'enveloppe fiscale que représente le contrat d'assurance vie ne comporte aucun frais supplémentaire. C'est-à-dire que ce que vous propose Quorum, c'est l'enveloppe fiscale comme un service de façon tout à fait gratuite. Évidemment, vous avez les frais des fonds, mais il n'y a rien d'autre concernant Quorum Life. Et on peut sortir à tout instant en cas de besoin. Il y a une liquidité immédiate. Avec ce que tu disais tout à l'heure, on peut sortir en positif ou en négatif en fonction de l'évolution des produits que l'on retrouve à l'intérieur. On a une autre question. Que se passe-t-il après 2029 pour Quorum Butler Entreprises? Eh bien, après 2029, au 31 décembre 2029, eh bien, l'ensemble des épargnants sont remboursés de la valeur de la part à cette époque. Et j'imagine que d'ici là, on aura d'autres solutions d'épargne à proposer. En l'occurrence, ce qui avait été acté au lancement de Quorum Butler Entreprise, c'était au remboursement, donc en 2029, c'était de réinvestir sur un produit qui n'avait pas de droit d'entrée, qui avait une volatilité, alors des fluctuations assez faibles, en tout cas mesurées, qui est le fonds dont tu parlais tout à l'heure, qui est le Quorum Butler Short Duration, donc investi sur des obligations avec une échéance assez courte, pour éviter justement d'avoir des frais. Et ensuite, l'épargnant, l'assuré, pourra réinvestir sur un support et faire un arbitrage gratuitement sur un autre support. Si le marché baisse, à quel moment allez-vous stopper la collecte? C'est-à-dire que tu nous dis depuis plusieurs mois maintenant qu'on a des rendements qu'on n'a pas connus depuis 10 ans, tout cela en prenant un risque plus mesuré. Mais si le rendement baisse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si le rendement baisse, écoutez, est-ce qu'on va stopper la collecte? Alors, la réponse est clairement oui. Je pense qu'on a montré notre discipline historiquement, aussi bien sur les SCPI que sur les fonds obligataires, dans le fait de collecter l'épargne de nos clients uniquement quand on est capable de l'investir à des niveaux attractifs. Et donc, correspond aux objectifs fixés. Exactement. Et donc, c'est véritablement la capacité de remplir l'objectif de performance, en l'occurrence de 5% net, qui sera le seul guide pour déterminer si le fonds est ouvert ou fermé. C'est-à-dire que, prenons un exemple, si à la fin de l'année, les rendements tombent à 4%, évidemment, le fonds il sera fermé parce qu'on ne sera plus en capacité de proposer 5% de performance. En revanche, s'ils sont à 8 ou 9, l'objectif, la fenêtre sera toujours ouverte de notre point de vue. Ça te rappelle quelque chose, Frédéric? Oui. Mais alors, si j'ai bien retenu ce que tu me disais tout à l'heure, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas réinvestir de nouveaux montants son épargne, ou on ne pourra pas accueillir de nouveaux épargnants puisqu'on fermera. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui étaient là, si les taux d'intérêt baissent, si j'ai bien compris ce qui s'est passé dans l'autre sens, à ce moment-là, la valeur des obligations va monter, puisque à un même niveau de coupon, dans l'exemple de tout à l'heure, le marché va attendre moins de rentabilité, donc on va augmenter, la valeur de l'obligation va augmenter, ce qui va être au bénéfice des épargnants présents. Qui sont présents dans le fonds, c'est exactement ça. Mais ça n'empêchera pas qu'on laissera courir jusqu'en 2029 pour réaliser et donc potentiellement faire des plus-values si c'était ce scénario-là. Ce qui est important, c'est le point d'entrée en fait. C'est pour ça qu'on insiste aujourd'hui sur cette opportunité assez unique. C'est ce point d'entrée. Aujourd'hui, que vous rentrez dans Quorum Butler Entreprise, vous rentrez à un niveau de rendement
qui nous permet d'avoir cet objectif de 5%. Et c'est vrai qu'on ne vous laissera pas rentrer sur un niveau trop faible si on n'est pas capable d'investir dans des nouvelles obligations qui permettent de tenir. Ça, je pense que c'est important et c'est différenciant. Et si les taux restent, c'est une question également, hein, je ne l'invente pas, si les taux restent durablement hauts, prévoyez-vous de lancer un Corum Butler Entreprise avec une échéance 2032 finalement pour s'affranchir de la date fatidique du 31 décembre 2029 ? Pourquoi pas, d'ici 1 ou 2 ans, pourquoi pas. C'est une possibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense qu'on a choisi la bonne maturité, la bonne date d'échéance, et qui nous permet de le faire vivre encore de nombreux mois, de mon point de vue. Mais si demain, l'échéance 2029 apparaissait trop courte, on pourrait éventuellement décider d'en lancer un nouveau, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et en tout état de cause, comme toujours, on lancerait un nouveau fonds obligataire daté, donc avec une fin, que dès lors que ça ferait du sens pour des épargnants, c'est-à-dire qu'on soit en mesure de donner un objectif de performance qui soit cohérent avec les autres produits d'épargne comparables. C'est ça. Bien évidemment. Quand je parlais de discipline, c'est ça. On ne va pas lancer pour lancer un fonds tous les ans parce qu'on a besoin de collecter. Ce n'est pas notre ADN. Très bien. Peut-être une question pour toi, Frédéric. À quand la mise en place d'un PER, donc un plan épargne retraite, pour y loger les solutions de Corum et une solution pour les personnes morales, donc pour les sociétés? Je pense au contrat de capitalisation, par exemple. Je vais être extrêmement transparent, comme d'habitude. C'est pour, je l'espère, dans quelques semaines ou quelques mois. Ouais, je pensais que j'avais une information que je n'avais pas. Et comment investir hors assurance vie? Justement, on l'a dit tout à l'heure, on propose ces produits dans l'assurance vie Corum Life puisqu'elle n'engendre aucun frais supplémentaire. Donc il y aura le PER comme Frédéric l'a dit, il y aura un contrat de capitalisation, mais chaque chose en son temps et on l'espère pour les mois à venir. Merci Frédéric. Quelle fiscalité et frais sur les rendements des obligations? Dans la mesure où nous sommes dans un fonds obligataire qui est aujourd'hui dans un contrat d'assurance vie, tant qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de fiscalité. Donc s'il y a des plus-values qui sont réalisées parce qu'il peut y avoir une vente d'une obligation, il y a les intérêts, donc les coupons qui sont encaissés, mais tout ça se fait sans fiscalité. Et la fiscalité, ça sera celle en cas de retrait et celle au moment où on sortira, où vous ferez un rachat, un retrait de votre contrat d'assurance vie. Mais sinon, les intérêts, donc les coupons et les plus-values, on va dire capitalisent librement puisque c'est dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Mais Baptiste, on peut peut-être creuser un peu le sujet parce que la question est intéressante. Donc le fonds, c'est un fonds, ce qu'on appelle daté, il a une durée de vie connue, 2029. Et si ma mémoire est bonne, pour qu'il y ait un intérêt fiscal, en tout cas pour les gens qui cherchent la carotte fiscale du placement, qu'est-ce qui se passe en 2029, sachant que le fonds n'aura que... On peut dire que l'assurance vie, c'est un peu plus qu'une carotte fiscale. 6 ans, sachant que le fonds n'aura que 6 ans ou 5 ans d'ancienneté, on n'a pas atteint les 8 ans qui permettent d'aller chercher le début de l'économie sur les gains. Au bout de 8 ans qu'on a un abattement plus conséquent, on peut néanmoins effectuer un retrait où on pourra trouver d'autres solutions. Oui, comme donc ça veut dire que... Mais c'est assez similaire finalement. 2029, c'est dans 7 ans et l'avantage fiscal de l'assurance vie est au bout de 8 ans. Donc on est quand même assez proche. Il faudra juste que dans le contrat, on propose une solution pour investir un ou 2 ans de plus si on le souhaite, ou plus et pour dans ce cas-là, il y aura des solutions effectivement bénéficier plus ou moins longtemps. Voilà, si on est à la recherche du gain fiscal. Exactement. Enfin, de l'économie fiscale, pardon. Alors j'ai une dernière question. Ne serait-ce pas... Alors on quitte un peu l'obligataire, ou en tout cas l'obligataire à haut rendement. La question c'est, ne serait-ce pas le moment de lancer un fonds euro? C'est une très bonne question. Et elle est d'autant plus pertinente que les taux ayant remonté, bien évidemment, aujourd'hui, lancer un fonds euro qui pourrait investir, alors on ferait sans doute beaucoup moins de high yield, puisque vous savez que sur le fonds euro, la grosse différence entre le produit qu'on vous propose aujourd'hui à travers Corum Life, les fonds obligataires et puis un fonds euro, c'est que dans le fonds euro, on vous garantit le capital. Donc il faut que nous, en tant qu'assureurs, on soit certain que les placements qu'on va faire avec votre épargne ne nous amènent pas à prendre des risques trop forts sur le capital, puisqu'on vous garantit le capital. Et évidemment, tout cela ne fait que sens. Garantir le capital, c'est bien beau, mais si ça ne ramène à rien, ce qui était un petit peu le passé récent du fonds euro, puisqu'on était un peu plus de 2% en rendement, parce que les taux d'intérêt étaient très bas, parce que les obligations avec moins de risques
que les produits qu'on vous propose n'offraient quasiment pas de rémunération, ça ne faisait pas tellement de sens. Aujourd'hui, on a des produits moins risqués que les fonds obligataires au rendement, qui permettent malgré tout, sans atteindre les rendements du fonds obligataire, qui permettraient d'atteindre des rendements tout à fait satisfaisants. En tout cas, notre intime conviction, c'est qu'on pourrait faire un fonds euro qui soit plus performant que le livret A. Donc l'avantage, vous avez comme le livret A, vous auriez un capital garanti. Vous auriez... Et puis qui n'est pas plafonné à, qui n'aurait pas de 22 plafond. 950 Voilà. Donc voilà. Et on pense qu'on pourrait arriver à faire mieux. Donc nous y travaillons activement et nous espérons vous apprendre très rapidement une très bonne nouvelle et une nouvelle proposition d'épargne. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci à toutes et tous. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Sinon, toutes les équipes Quorum se tiennent à votre disposition. S'il y a des questions qui sont restées sans réponse dans le fil de discussion, sachez que nous les avons, donc nous pourrons y répondre et vous recontacter. Vous pouvez également nous rappeler. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous le 20 juin, puisque nous avons un nouveau webinaire. Vous avez peut-être reçu déjà une invitation. Un nouveau webinaire le 20 juin à la même heure pour évoquer l'immobilier. On a évoqué donc l'impact de ce nouveau contexte sur les rendements du marché obligataire et des fonds obligataires. On évoquera également ce début d'année pour les SCPI Quorum ainsi que les acquisitions qui ont été réalisées. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci.